La Société des gens de lettres est née en 1838, donc dans le contexte du grand éveil démocratique, du grand essor du journalisme, des journaux, de la presse, et de la découverte du droit d'auteur. Le droit d'auteur qui passe parfois vulgairement comme un privilège est en fait né de l'abolition des privilèges à la Révolution française. C'est la première fois qu'on a reconnu que l'auteur avait un droit non seulement de propriété, mais identitaire sur son œuvre. C'est facile de le dire, ce n'est pas facile de le mettre en œuvre. Or, avec le développement de la presse, beaucoup d'écrivains voient leur feuilleton piraté dans la presse de province par dizaines, voire par centaines de cas. Et lorsque Balzac, en 1836, écrit La vieille fille, qui est son premier roman feuilleton, il s'inquiète de voir son roman aussitôt piraté. Il écrit une lettre ouverte à tous les auteurs de France, qui va déboucher sur une assemblée générale. Et le Césarien 1838, c'est la première grande assemblée générale de la Société des gens de lettres. 85 écrivains se retrouvent pour défendre leurs droits dans le nouvel univers de la presse et déjà contre le piratage. C'est un patron de presse, Louis Desnoyers, qui est notre véritable fondateur, c'était le patron du siècle et par conséquence l'éditeur notamment d'Alexandre Dumas. Et notre premier président, Villemain, était déjà quelqu'un d'un peu institutionnel, puisqu'il était ministre de l'Instruction publique et auteur de romans populaires. Mais surtout, nos grands fondateurs sont de très jeunes gens, ils ont moins de 40 ans. C'est Victor Hugo, c'est Théophile Gautier, c'est Georges Sand, c'est Alexandre Dumas, c'est Balzac. Tous ces noms qui aujourd'hui sont devenus des grands noms de la littérature romantique, qui au départ étaient des trentenaires ou des quadragénaires, ont voulu ensemble se protéger et ont eu dès le départ cette idée que leur protection devait s'étendre à l'ensemble des auteurs. Et ce côté un peu mutualiste de la Société des gens de lettres est né vraiment avec elle. Donc au départ, c'est une société de gestion, de répartition des droits d'auteur pour les livres, les romans qui sont diffusés par voie de feuilleton dans la presse. Donc on s'organise très rapidement. Victor Hugo devient président, Balzac devient président, donc nos grands noms de la littérature, Émile Zola, Duhamel, Mauriac, vont être président de la Société des gens de lettres. Ça lui donne un caractère institutionnel indéniable, et à côté de cela, il y a un aspect un peu syndicaliste, quoique nous n'ayons jamais été syndicats, de défense du droit d'auteur et de mutualisation, d'aide aux auteurs dans des périodes un peu difficiles. Nous avions dès le départ conscience que les revenus des écrivains sont très irréguliers, et donc il fallait une société qui puisse les aider dans ces phases un peu plus délicates de leur existence. La Société des gens de lettres est d'abord une société, elle naît comme une association avant même la loi de 1901 sur les associations. Elle est reconnue d'utilité publique en 1891 et c'est quand même un tournant important dans son histoire. Elle était conçue comme société de perception et de répartition des droits d'auteur, notamment dans le domaine de la presse, et elle s'est petit à petit adaptée aux nouvelles technologies. Donc elle était une des premières à s'intéresser aux droits d'auteur au cinéma au début du siècle. Il y a eu une société cinématographique des auteurs qui s'est créée sous son égide. Elle s'est intéressée à la radio, puis à la télévision, aujourd'hui au numérique. Donc elle a vraiment suivi tous les progrès techniques en tant que société de gestion et de répartition des droits d'auteur. Parallèlement, elle a une action juridique au niveau international. Victor Hugo en 1872, et ça a été non seulement une date importante pour nous, mais pour la France et pour le droit d'auteur international. En 1872, la Société des gens de lettres, sous la présidence de Victor Hugo, a convoqué la première assemblée d'auteurs internationaux qui ont défini les fondements du droit d'auteur à l'échelle du droit international.
Donc elle a toujours eu un rôle moteur dans les nouvelles technologies, dans le domaine du droit. La plupart des grandes révolutions du droit d'auteur, y compris le Code de la propriété intellectuelle en 1957, ont été discutées ici. Et dans le domaine social, puisque nous avions un service de médecins au service des écrivains, de pharmaciens au service des écrivains, alors qu'il n'y avait aucune sécurité sociale des écrivains à l'époque. Et en 1975, la Société des gens de lettres a contribué à la création de l'AGESA, qui a vu le jour en 1978. L'AGESA, qui est le premier système de sécurité sociale qui assure à la fois la sécurité sociale, l'assurance maladie et la retraite des écrivains. C'est tout récent puisque les écrivains qui prennent leur retraite aujourd'hui n'ont pas encore les 41 années de cotisation à l'AGESA. C'est vraiment tout récent. Et c'est dans notre vocation de construire la vie sociale de l'écrivain. C'est dans cette même perspective que la Société des gens de lettres, en 1999, a été à la base de l'adaptation transposition en droit français de la directive européenne sur le prêt en bibliothèque. Donc nous avons participé à la fondation de la SOFIA, et la Société des gens de lettres est toujours largement présente à la SOFIA, qui recueille le droit de prêt en bibliothèque, qui a permis en 2004 la mise en place d'un régime de retraite complémentaire pour les écrivains, en partie grâce au prêt en bibliothèque. Donc tous les grands combats en faveur du droit d'auteur ont été menés à la Société des gens de lettres. Aujourd'hui, c'est le numérique, notre grand combat, bien entendu. La façon de procéder a toujours été la même. Le droit d'auteur est un droit, certes, qui est fondé sur un droit de propriété intellectuelle et un droit qui naît simplement du travail de l'écrivain. Et donc, l'écrivain doit pouvoir bénéficier d'une large protection juridique et sociale grâce au fruit de son travail.